Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait débat depuis plus de 150 ans au sein du monde occidental, le libéralisme. Dans un premier temps, on va rappeler très brièvement ce qu'est l'idéologie du libéralisme. D'un côté l'État, de l'autre l'individu. L'État a pour objectif d'assurer le droit, d'assurer le côté régalien, et de l'autre l'individu est considéré comme individualiste, calculateur, optimisateur. On pourrait enfin rappeler que la meilleure façon d'instituer le monde est le marché, et donc que les individus doivent s'instituer entre eux et faire société entre eux par le marché. Cette idéologie a énormément d'implications. On va en rappeler quelques-unes. La première, qu'on va souligner ici, c'est la division du travail. La division du travail au sein d'un même système productif, ça a permis aux capitalistes de désapproprier l'ouvrier de son savoir-faire. Lui qui auparavant maîtrisait la production de A à Z est devenu un rouage du système productif, rouage qui plus est remplaçable. La deuxième partie de cette division du travail, elle a pris place d'un point de vue international. Ce qui l'a énormément favorisé, c'est l'invention des conteneurs en 1956. Dès lors, il fut facile pour les capitalistes de parceller internationalement leur production. Ils ont profité des effets d'aubaine que présentaient certains pays en vue de leur faible réglementation. Travail des enfants, travail 16, 17, 18 heures par jour. On pourrait prendre un exemple ici, l'effondrement du Rana Plaza en 2013 qui tua 1100 Bangladais et qui était une usine qui travaillait en sous-traitance pour des entreprises occidentales. Une autre implication du libéralisme, c'est la fraude fiscale. Le contrôle des capitaux qui fluctue toujours plus dans un monde qui s'internationalise est antinomique. Dès lors, comment justifier une intervention d'institutions publiques au sein du secret des dieux? On pourrait citer un exemple, les fameuses LuxLeaks pour lesquelles les lanceurs d'alerte furent condamnés. Elles mettèrent à jour que l'ancien ministre des Finances du Luxembourg organisait officieusement un paradis fiscal au sein de l'Union européenne. La troisième implication que je vais souligner ici, c'est l'absolutisme capitaliste. Comme la religion en son temps, le libéralisme est devenu le seul moyen de penser, la seule façon raisonnable de réfléchir. Deux raisons à ça. D'un côté, la crématistique, qui nous dit que si on désire toujours l'argent, on désire quelque chose qui est infini, et à force de désirer quelque chose d'infini, on finira par désirer infiniment. Et désirer infiniment, c'est désirer sans se questionner, c'est obéir. Et d'un autre côté, la gestion économique laissée aux capitaines d'industrie et à leur carnet de commandes toujours plus grand. Ce système, après 150 ans de travail, a réussi à créer un consensus de pensée, profitant de coïncidences historiques. En exemple, on pourrait citer la colonisation. Un fardeau pour les États colonisateurs, une aubaine pour les capitalistes, un massacre pour les peuples. On pourrait penser aux Trente Glorieuses, issues de l'extension des marchés, issues de l'extension des débouchés. Rien à voir avec la reconstruction de l'Occident due à un certain Hitler, monté quelques années auparavant au pouvoir, grâce aux abus même du capitalisme d'entre-deux-guerres. Mais comme après une mauvaise propagande, les populations ne gardent du libéralisme que ce qu'on leur en raconte, ne voient que ce qu'on leur montre. Alors, si on parle de propagande, c'est quoi la réalité de ce système? Honnêtement, vous voyez une quelconque liberté dans un pays où vous êtes taxé à 33% lorsque vous êtes une entreprise, ou même à 40% aux États-Unis quand vous êtes une entreprise américaine, dans le pays qui est censé être la pierre angulaire du libéralisme. Et ici, on parle que des entreprises. On parle même pas de l'imposition en particulier. Seuls les membres du réseau peuvent s'éviter ce genre de contrariété. On pourrait citer en exemple, de mémoire, le taux d'imposition des entreprises du CAC 40, qui est autour de 8,5%, contre les PME, TPE, votre plombier, votre boulanger, votre coiffeuse, qui eux payent 33%. Et pourtant, c'est à toi, plombier, boulanger, coiffeuse, que cette idéologie s'adresse. Il faut comprendre que c'est l'État libéral qui crée les contraintes, et non pas l'État qui se contraint lui-même. L'encombrement administratif que l'on peut connaître est sans doute dû à un surcontrôle, et non pas à un mammouth qu'il faudrait toujours plus dégraisser. En somme, le libéralisme, c'est la reproduction sociale qui se fait passer pour une opportunité libertaire. C'est l'asservissement qui se fait passer pour responsabilité. Le vrai problème qui va se poser avec cette idéologie, c'est que le monde a changé. Les années 90 ont connu un renversement de l'ordre mondial. D'abord hégémonique, puis bipolaire, il est maintenant multipolaire. L'Occident, avec Bretton Woods, qui est à l'origine du FMI, de la Banque mondiale et du GATT, qui deviendra plus tard l'OMC, avait préparé ce renversement. Encore plus avec les accords de Jamaïque, en 1976, qui donnent leur pouvoir à ces instances. Dès lors, les humiliations atlantistes, sous fond de libéralisation des échanges, pouvaient commencer. Au Mexique en 1982, en Asie du Sud-Est en 1997, en Russie au début des années 2000, et même en Europe au début des années 2010. L'ajustement structurel était devenu la solution clé en main proposée aux pays pour redresser leur économie. Dans des pays à peine industrialisés comme pouvait l'être le Mexique en 82, vous imaginez les dégâts que ça a pu occasionner. Mais ces humiliations ont visé court-termistes, les peuples du Sud ne les oublient pas. La division internationale du travail, dont j'ai parlé un petit peu avant, elle a permis aux pays non développés, concernés par ces ajustements structurels, de se développer, de devenir peu à peu les petites mains de la mondialisation
en cours. Cette division, elle a permis aux pays des Sud de récupérer des excédents commerciaux faramineux et de préparer en sous-main un renversement de la gouvernance mondiale. Les Chinois, en ce sens, font office d'exemple. Ils ont profité, à partir des années 90, des excédents commerciaux offerts par les entreprises usines de l'Occident. Elles ne voyaient en la Chine qu'une usine à ciel ouvert. Et c'est avec toute cette puissance nouvellement acquise qu'à partir de 2010, le gouvernement chinois opère un changement stratégique. Il profite des institutions fortes et solides, bien que corrompues, issues du maoïsme, pour mettre en place des restrictions à ses frontières et mettre en place une stratégie commerciale. À l'image du couple France-Royaume-Uni au 19e siècle et leur opposition stratégique avec d'un côté la virulence et de l'autre le wait and see, on constate aujourd'hui une opposition stratégique entre d'un côté les États-Unis qui dérégulent toujours plus, encore plus avec Donald Trump qui est arrivé au pouvoir et qui promet une dérégulation sans précédent, et de l'autre la Chine qui préfère l'investissement dans les marchés réels, les bons du trésor et les dettes souveraines des États. Enfin, aujourd'hui, la Chine a mis en place son propre FMI, le BAII. L'objectif est de privilégier les investissements au sein de l'Asie, sans doute avec pour objectif à terme de remplacer la gouvernance mondiale. Il est donc essentiel, à quelques jours d'une élection qui s'avérera cruciale, de nous sortir de la tête ces schémas anciens, l'archaïsme du libéralisme. Ne soyons pas les derniers à permettre toujours plus de dérégulation, devenant peu à peu, nous-mêmes, les petites mains de cette mondialisation qui aura changé de patron.